Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord de France. En deuxième partie, vous entrerez dans les secrets de l'usine Toyota à Onnaing. On y produit une Yaris toutes les 68 secondes, reportage exclusif. Et je vous emmènerai ensuite à Dunkerque, où dans quelques temps, on ouvrira un centre de ressources sur les énergies nouvelles. Reportage en avant-première. Et tout de suite, avec notre expert, nous allons parler sécurité alimentaire, savoir ce que l'on mange en toute sécurité, d'autant qu'il y a des normes qui encadrent nos aliments. Comment ça va, Grégory ? Très bien, merci. Bon, alors, je le disais, la sécurité de nos aliments, ça intéresse évidemment chacun d'entre nous. Et ça parle aussi au monde agricole et au monde agroalimentaire. Et vous allez nous présenter quelqu'un. Oui, je vous propose cette semaine d'aller à la rencontre du monde agricole et rencontrer un agriculteur. Alors, ces agriculteurs, comme on les aime tous, qui sont passionnés, engagés, et puis surtout, et avant tout, qui produisent des produits de qualité, d'autant plus, comme vous le disiez, dans un contexte réglementaire d'information des consommateurs qui est de plus en plus présent. On reviendra après sur la maîtrise du risque alimentaire. Comment s'appelle-t-il ? Stéphane Leleu, il travaille à Uquelier, c'est dans le Pas-de-Calais, ouais. Et il produit des produits bio. Eh bien, on va chez Stéphane tout de suite. Stéphane Leleu n'a jamais été à la traîne. Dès 1999, il a converti son exploitation traditionnelle en bio. Ses vaches laitières sont au grand air, nourries à l'herbe des prairies et aux céréales biologiques. Et depuis peu, il développe une porcherie bio également. À l'heure actuelle, j'ai 25 porcelets bio. Ces porcelets bio sont nourris rien qu'avec des céréales bio et des céréales produites en région. La démarche de Stéphane ne s'arrête pas là. L'agriculteur est également président du GAB Nord, un organisme qui promeut l'agriculture biologique. Produire bio, c'est bien, mais autant le faire en région. C'est pourquoi il a créé, en compagnie d'autres acteurs de la filière porc, une association, les viandes bio d'ici. On a dans cette association des producteurs, représentés par le GAB Nord, et on a des groupements de producteurs porc, des collecteurs de céréales et fabricants d'aliments. Et bien entendu, pour finir la boucle, on a des artisans bouchers et des magasins spécialisés pour assurer la vente. Le circuit court, une vraie solution pour la distribution du bio, où chacun trouve ses avantages. On a fait le choix de faire naître ces porcelets en région, de le produire, de les transformer et puis de les donner à la clientèle, de les vendre à la clientèle en région aussi. On s'est arrangé pour décider un coût de production, un coût de transformation et pour arriver au niveau du boucher charcutier, un coût raisonnable pour lui et pour pouvoir le vendre aux consommateurs. Aujourd'hui, ils sont 18 acteurs de la filière à jouer le jeu au sein de Viande Bio d'ici. Un pari a priori gagnant puisque l'attrait des consommateurs pour le bio local et du coup la demande sont croissants. Un reportage de Fabrice Jeannequin. Alors, le bio, c'est la solution pour la sécurité alimentaire ? C'est une réponse efficace, effectivement, à ce sujet, parce qu'il y a des cahiers des charges très stricts à respecter. Les labels sont remis en cause très régulièrement et surtout, il y a des organismes indépendants qui viennent contrôler tout cela. Donc, c'est une solution efficace. Alors, ce n'est pas la seule. Hein. On peut retrouver d'autres labels, hein, l'AOC, l'AOP, le label rouge. Donc ça, ce sont des labels connus du grand public. D'accord. Plus connus des professionnels, on trouve Global Gap ou la norme ISO 22000. Voilà, tous les dispositifs qui existent. Puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus de professionnels agriculteurs ou agro-industriels qui nous sollicitent, qui nous posent la question pour se labelliser, se convertir à l'agriculture biologique ou tout simplement pour mettre en œuvre la méthode HACCP chez eux. HACCP. Oui, HACCP. Alors c'est un anglicisme. Je vais vous faire la version française. Ouais. La traduction française, c'est l'analyse des risques et maîtrise des points critiques. Alors c'est une méthode qui s'adresse à toute la filière, qui globalement analyse l'ensemble du process. Ah oui, sur toutes les étapes. Toute la chaîne, et pour chaque étape, il est défini l'identification des risques par exemple bactériens, rupture de chaîne du froid, etc.
les points de contrôle, les seuils d'alerte et bien évidemment les procédures d'action corrective pour résoudre. Donc vous voyez, ce sont des règlements, un encadrement réglementaire très fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une démarche, d'une réglementation comme celle-là ? Alors, il y a deux niveaux qu'il faut intégrer pour l'intégrer. Il y a un premier niveau, c'est le cadre et scientifique et législatif. Ça se joue au niveau européen. D'accord. Après, il y a sur le terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout professionnel est tenu de mettre en place des autocontrôles selon la norme HACCP que je viens d'évoquer. Et ça, c'est imposé par la loi depuis 1998. Sinon, il est juridiquement responsable. Et puis, pour se rappeler à son bon souvenir, il y a des organismes de contrôle, les vétos, etc. Qu'est-ce que risque le professionnel en cas d'intoxication alimentaire ? Alors déjà, ça peut être les professionnels, parce que c'est toute la chaîne qui peut être mise en responsabilité, de la fourche à la fourchette. Et donc, lorsqu'une victime ou des victimes démontrent qu'elles ont subi des dommages, qu'il y a un défaut de sécurité et qu'il y a un lien entre les deux, eh bien, le ou les professionnels peuvent être amenés à réparer les dommages sans limitation de montant, pratiquement sans limitation. Et en deux mots, le consommateur que je suis, que nous sommes tous, comment peut-il faire la différence dans les rayons ? Je vous inviterai à lire les étiquettes. Alors, les étiquettes. Les étiquettes. Pourquoi j'évoque ça ? Parce qu'il y a une réglementation européenne, toujours. C'est une réglementation dite INCO, pour information consommateur. Alors, c'est une réglementation qui a deux objectifs. Harmoniser les législations pour la libre circulation des denrées alimentaires partout en Europe, mais aussi d'accroître l'information du consommateur pour qu'il sache exactement ce qu'il achète. Alors, je vous parle de cette réglementation. Alors, elle date de 2011, mais elle se met en place progressivement sur 5 ans. Et la prochaine échéance, c'est demain, c'est le 13 décembre 2014. Tout produit qui sera fabriqué à compter de cette date devra obligatoirement être conforme à cette réglementation. Donc, il y a un enjeu majeur et urgent pour les professionnels de la filière agroalimentaire. Alors, vous retrouvez ces informations sur cette adresse. Un consommateur averti en vaut deux. Et puis aussi les producteurs, toute la chaîne de production. Merci pour ces informations, Grégory. Dans les secrets de Toyota, un reportage exclusif signé Sébastien Ambert. Le salon d'auto vient de fermer ses portes. Une voiture produite toutes les 66 secondes. 4900 salariés sur le parc, avec une usine que l'on qualifie d'usine anti-gâchis. Ça marche plutôt pas mal dans cette unité de production. Pourquoi ? Réponse avec Sébastien Ambert. Une voiture sort de l'usine toutes les 68 secondes. Ici, les chaînes de production tournent à plein régime. 1150 Yaris sont fabriqués chaque jour par 4100 salariés, ou plutôt par des members, comme on les appelle ici. Un succès qui tient à une organisation sans faille, mais surtout, et c'est plus étonnant, à une simple corde qui serpente sur tous les postes de montage. L'agent de production est capable d'arrêter la ligne à chaque moment, avec cette corde ici qu'on appelle l'andon. C'est-à-dire dès qu'il détecte un problème de qualité ou quelque chose qui l'embête sur son process, il tire sur cette corde et est capable d'arrêter la ligne de production à son pas de travail. Vous voulez dire que le secret de Toyota tient dans une corde ? En quelque sorte. Du coup, chaque voiture fabriquée présente un zéro défaut, pas de retour à l'atelier. Autre secret d'organisation, l'usine, qui est sur une petite surface, donc très économe en énergie. On trouve ici des chaînes de production au-dessus des salariés. Chaque espace est exploité. C'est le résultat d'une amélioration permanente des postes de travail. C'est le Genji Genbutsu, c'est-à-dire aller voir sur le terrain et observer. Oui. C'est quoi ça ? C'est simplement observer ce qui est important de voir et trouver les causes premières pour éliminer les problèmes à la source. Et quand vous venez dans notre usine, vous voyez que tout ce qui est gaspillage, retouches, flux de communication inutile, tout ça c'est éliminé. Et ce qui fait que ça rend possible de produire une Yaris du segment B en France. Et depuis le mois de juin, Toyota Onin a recruté 520 personnes pour le démarrage d'une 3e équipe. Les voitures sont vendues dans 42 pays, dont les États-Unis. L'usine a un autre secret. Chaque voiture fabriquée est déjà vendue. Il n'y a pas de stock. Le rendement ici est fixé à 98%. Et direction Dunkerque, tout de suite, où dans quelques mois s'ouvrira un centre de ressources sur les énergies nouvelles. Ça va être impressionnant. Dunkerque qui se confirme donc comme le lieu de la ville des énergies de demain. Regardez ce reportage et on se retrouvera très bientôt.
Il n'ouvrira ses portes au public qu'au printemps 2015, le tout nouveau Learning Center, ville durable, installé dans la halle au sucre à Dunkerque. Les travaux s'achèvent en ce moment, mais quelques structures y ont déjà emménagé cet été. La GUR, agence d'urbanisme du Dunkerquois, l'Institut national spécialisé d'études territoriales et les services communautaires d'aménagement du territoire y prennent leur marque et travaillent déjà ensemble. Le centre d'archives et de mémoire urbaine va les rejoindre dans les mois qui viennent. La ville durable, un thème central au cœur de toutes les préoccupations économiques de demain. Dunkerque l'a compris et compte bien faire du Learning Center un pôle d'excellence. En faisant de Dunkerque un lieu référence sur les questions urbaines, on va peut-être attirer un certain nombre de professionnels qui vont venir s'installer ici à Dunkerque. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et j'ai envie de dire justement à tous ces bureaux d'études, regardez ici, vous avez une ressource formidable pour former y compris vos collaborateurs, pour puiser de la matière pour vos réflexions. Venez vous installer à Dunkerque. Le lieu ne se contentera pas d'accueillir les différents acteurs de l'aménagement du territoire. Qui dit Learning Center dit lieu ouvert. Bibliothèques thématiques, ateliers et expositions feront vivre la halle au sucre. Premier sujet d'étude programmé pour un cycle de 3 ans, l'enfant et la ville. Une problématique plus complexe qu'il n'y paraît. Si aujourd'hui on voit les enfants fuir le centre des villes et aller vers la périurbanisation, c'est à cause de logiques économiques. Parce que l'enfant a besoin de place et que la place, le foncier, les terrains au cœur des villes sont plus chers. Et donc du coup, mécaniquement, économiquement, l'enfant est relégué vers la périurbanisation. Eh bien, est-ce qu'on veut demain des villes où au cœur de nos centres-villes, il n'y aurait plus que des étudiants et des personnes âgées? C'est un débat de société qu'il faut avoir. Donc on va analyser les enjeux économiques de la fabrication de la ville. La fédération des talents et des ressources dans un même lieu apportera, on peut l'espérer, quelques réponses à l'infinité de questions que pose la ville de demain. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.